Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez le journal régional d'Alizé, édition de 19 h. Nous sommes le jeudi 25 août. Merci de nous suivre et de votre fidélité. Voici tout de suite quelques-unes des informations que nous allons développer au cours de cette édition. Accord sur le principal point du conflit à Capesterre-Belle-Eau, une avancée vers la fin de la grève. Les commerçants de Pointe-à-Pitre se disent pas satisfaits des ventes pour la rentrée scolaire. Les dates de l'élection départementale à Pointe-à-Pitre ont été fixées. PPDG et PS toujours pas d'accord pour renouveler le binôme Mélis-Sigiscard. Le journal, Jean-Luc Icard. Grève tout d'abord à la mairie de Capesterre-Belle-Eau, la principale pierre d'achoppement du conflit qui dure maintenant depuis plus de 3 mois a été levée cet après-midi et on semble s'acheminer vers un règlement. L'intervention aujourd'hui des associations de parents d'élèves, plutôt inquiètes de l'impréparation de la rentrée scolaire, a sans doute été déterminante. Les explications de Johan Charpentier-Titi. C'est par une déclaration de la Fédération des parents d'élèves qu'a débuté cette journée, annoncée comme primordiale pour l'avancée des négociations à Capesterre-Belle-Eau. Des parents exaspérés par une situation qui dure depuis le mois de mai et qui s'inquiètent de voir la rentrée approcher sans que des solutions n'aient été trouvées. À la fin de l'année scolaire, on a dû trouver toutes sortes d'astuces pour donner à manger à nos enfants. Là, l'année scolaire va recommencer et nous nous trouvons dans la même situation. Donc nous avons tenu à dire au maire de Capesterre-Belle-Eau et également aux représentants syndicaux que nous souhaitons en tout cas qu'aujourd'hui qu'il y ait un accord lors de ces négociations. Et si accord il n'y a pas, nous allons mobiliser, parce que nous appelons d'ailleurs d'ores et déjà tous les parents d'élèves accompagnés de leurs enfants à une grande mobilisation samedi à 9 h dans les rues de Capesterre-Belle-Eau. Par cette mobilisation, c'est en quelque sorte un ultimatum que souhaite lancer la FAPEG, condition sine qua non pour qu'elle n'ait pas lieu, une avancée significative des négociations qui permettent de nettoyer les écoles de la commune. Car le problème est bien là, les établissements ne sont pas entretenus et ne peuvent donc pas accueillir du jour au lendemain les élèves. Sur ce point, l'UTC-UGTG annonce clairement qu'une rentrée le 2 septembre ne sera pas possible à Capesterre. Il faut nous mettre au point déjà si le 2 septembre, nous mettons au point le 2 septembre, ça n'est pas possible. Pour le 2 septembre, pour l'école Capesterre ouverte, même si on est nettoyé, même si on est montastique, il n'y a pas de zèbre dans l'école, qui va faire si on entre dans l'école là, il faut une attestation à dératisation avec tout traitement insecticide et contrôle sanitaire en l'air à bâtiment là, ça pour que ça puisse bâtiment l'école là cantine. Et après, on va petit à petit les crescendo. Mais les représentants syndicaux sont confiants quant à une issue favorable. D'ailleurs, le 4e point de la plateforme des revendications, qui concerne la revalorisation des régimes indemnitaires des agents communaux, a été réglé, alors que c'est sur ce point que les négociations échouaient depuis plus d'1 mois. Nous avons déjà fait des échanges, et l'autorité, en tout cas, Joël Bojen déjà dit nous, et nous déjà dit aussi, nous reprenons la négociation, c'est pour signer, puisque nous pas de modification après encore. Et donc c'est pour ça, bon matin là, nous discutons, mais pas une difficulté pour nous pour te signer après là, puisque nous disons si pas une logique de signature après là, c'est pas la peine que nous reprenons pour discuter. Pour encore rien du tout. Alors donc nous sommes d'accord et nous venons nous signer pour là. Et donc du coup nous allons poursuivre. C'est pour ça que nous disons logiquement nous allons certainement vers un fin de conflit. Mais bon. La volonté des parents d'élèves semble donc avoir été entendue. De part et d'autre, on annonce qu'il ne devrait pas y avoir de problème majeur concernant la suite des négociations. Mais après 4 mois de grève, rendez-vous raté et statu quo, sait-on jamais. La Guadeloupe est de nouveau au vert. Comprenez par là que la vigilance pour risque de fortes pluies et orages a été levée, et cela en fin d'après-midi. L'onde tropicale, en effet, est loin derrière nous, plutôt loin de nous. Elle est actuellement sur Hispaniola, comprenez Saint-Domingue et Haïti. À noter que cette onde tropicale pourrait se transformer en phénomène cyclonique à l'approche des Bahamas. Par ailleurs, la tempête tropicale Gaston, qui ne nous concernera pas, progresse toujours sur l'Atlantique. Elle avait été classée ce matin en ouragan de catégorie 1 avant de s'affaiblir durant l'après-midi. Elle devrait de nouveau se renforcer pour redevenir ouragan dans la nuit de vendredi.
Si les pluies de ces dernières 48 heures n'ont pas causé de dégâts notables en Guadeloupe, elles ont tout de même généré quelques gênes et parfois eu des incidences assez fortes. C'est le cas notamment pour ces commerçants de Sainte-Anne. La montée des eaux, en effet, dans la principale rue du bourg a d'abord rendu inaccessibles les commerces et surtout rebuté les clients. Éric Pommier. Voilà ce que les commerçants de la rive droite du boulevard Ibéné à Sainte-Anne ne veulent plus vivre, les abords de leurs entreprises respectives noyées dans des eaux sales. C'est le résultat des intempéries en général, plus particulièrement celles enregistrées depuis quelques jours sur la Guadeloupe. Cette femme est responsable de la salle chez ce traiteur en place depuis 4 ans. Le scénario se répète à chaque pluie diluvienne, une situation qui n'est pas sans conséquences désagréables. Oui, effectivement, depuis que nous avons repris la gérance de cette entreprise, effectivement, nous avons toujours droit aux inondations. Pratiquement impossible de rentrer dans le magasin. Par exemple, hier, ça a été catastrophique parce que les employés ont été obligés de garer leur voiture pratiquement à l'entrée de la boutique pour pouvoir rentrer parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et ça nous pose aussi un problème pour la clientèle qui ne peuvent pas se garer puisque l'eau devient un petit peu comme une rivière qui passe là et vous ne pouvez pas rentrer dans le magasin. Hier encore, tout le trottoir était recouvert, rendant le pas de port de la boutique inaccessible. Conséquence, beaucoup moins de clients, une perte du chiffre d'affaires de moins 70%. La situation n'est plus acceptable, scande cet employé. Les services de la municipalité ont pourtant déjà été alertés pour régler le problème. L'année dernière, on en avait parlé avec un responsable technique de la mairie qui nous avait signifié que c'était la DDE, je pense, qui gérait ce problème-là. Donc je ne sais pas par la suite ce qui a été fait. Mais une chose est certaine, chaque fois qu'il y a de grosses pluies, on se retrouve avec ce problème-là. Et quelquefois, l'eau remonte au niveau du laboratoire. Donc on est obligé très souvent de faire intervenir une société pour pouvoir déboucher et nettoyer. Voilà. Juste à côté du traiteur, il y a cette supérette. En 15 ans d'activité, ce gérant a subi la montée des eaux à plusieurs reprises. L'homme est blasé face à une situation dont on n'a jamais réellement trouvé de solution. Ben, ils font des travaux, je ne dis pas qu'ils ne font pas des travaux, ils font des travaux, mais ça recommence de plus belle à chaque fois, quoi. La Guadeloupe, en pleine saison cyclonique, voilà qui inquiète nos commerçants désarmés face à de récurrentes inondations. Du côté des services de la mairie, on préfère parler de situation exceptionnelle quant à la montée des eaux constatée hier. En réalité, l'eau descend d'une manière générale puisqu'il y a une canalisation qui permet l'évacuation des eaux pluviales et très rapidement. Et d'ailleurs, nous avons entrepris depuis la semaine dernière le curage de la canalisation, ce qui a permis hier d'évacuer l'eau en un temps record. Je comprends, et cela est normal, que les gens réagissent parce que avoir de l'eau chez soi, c'est pas une mince affaire. Mais nous faisons tout pour pouvoir éviter que cela arrive, mais ce n'est pas évident dans la mesure où la pluie, c'est un phénomène naturel qu'on ne contrôle pas. Ce sont 50 cm de sable qui seraient à l'origine de l'encrassement du réseau situé à Valette, d'où l'évacuation perturbée des eaux. Problème, Valette est située dans une cuvette, autant dire que le cauchemar des commerçants est loin d'être réglé, si tant est que la météo ne joue pas la carte du temps clément. Les commerçants de Pointe-à-Pitre, quant à eux, ont une fois encore d'autres raisons de se plaindre. Les ventes attendues en cette période, liées bien sûr à la rentrée scolaire, ne sont, semble-t-il, pas au rendez-vous. Est-ce une conjoncture propre à la ville, avec tout récemment encore des braquages, ou la crise économique? Selon eux, en tout cas, les ventes de cette année sont bien pires que l'année précédente. Reportage Eddie Elatré. À une semaine de la rentrée scolaire, les clients ne se bousculent pas pour effectuer les derniers achats dans l'agglomération pointoise. La vente, selon les professionnels, ne répond plus à leurs attentes, avec une période peu favorable aux affaires. Cette année est une année particulière puisque, en règle générale, sur la maroquinerie, on est en recul, ce qui est quand même assez particulier puisqu'on a toujours un besoin de sacs.
Il faut reconnaître que Pointe-à-Pitre a malheureusement eu quelques événements qui ont pu perturber cette période, à savoir si c'est un problème global ou local sur Pointe-à-Pitre, c'est difficile. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de monde, mais je m'attendais franchement à plus. C'est vrai qu'il y a certains parents qu'on sentait que le budget était serré, et ils avaient envie d'acheter, ils trouvaient les prix attractifs, mais ils avaient quand même pas mal d'enfants et des fois ça faisait des petits hicks parce qu'ils avaient beaucoup de choses à acheter, les chaussures, le matériel scolaire. Et apparemment, cette année, ils n'ont pas reçu ce qu'ils devaient recevoir. En fait. L'Union des commerçants de Pointe-à-Pitre, elle, affirme que les chiffres d'affaires ont chuté avec une baisse de l'ordre de 40 à 50%. Pour l'instant, ça n'a pas encore démarré et je ne sais pas si ça va démarrer. Peut-être que c'est dû au climat, je ne sais pas, ou à la conjoncture. Mais le rush de rentrée n'est pas encore parti et on ne sait pas ce qu'on va faire parce que cette année, c'est vraiment une catastrophe. Actuellement, c'est entre 40 et 50% en moins. Mais c'est pas encore fini, il reste une semaine. La rentrée scolaire, cette année, on ne la sent pas du tout. Les rues de Pointe-à-Pitre ne semblent pas connaître en ce moment les grandes fréquentations qu'on leur connaissait. Question, la faute au mauvais temps ou simplement à la crise. À Pointe-à-Pitre, toujours, on parle de l'élection départementale partielle. On en connaît désormais les dates. Le premier tour se déroulera le 9 octobre prochain. Mais on ne sait toujours pas si le binôme Mélis-Giscard sera reconduit par le PPDG et le Parti socialiste. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Les 9 et 16 octobre prochains auront lieu la nouvelle élection départementale partielle du canton 15 de Pointe-à-Pitre. Une élection annulée à cause du mandat de directrice territoriale au sein du conseil départemental, occupé par Marlène Mélis-Miroite, alors binôme de Marcel Giscard lors des élections 2015. Le délégué du PPDG confirme d'ores et déjà sa candidature à sa propre succession. Nous allons partir dans cette bataille qui est prévue le 9 et les 16 octobre. Sereinement, et j'espère que nous pourrons convaincre l'ensemble des Pointois qui dans un premier temps nous ont fait confiance, m'a fait confiance en particulier parce que je rappelle que depuis 2004 j'ai été régulièrement élu pour les représenter, c'est un travail qui est reconnu par eux et que je vais avec le parti bientôt choisir la candidate qui ira avec nous, mais ce sera certainement un bon attelage que nous allons proposer qui va montrer un renouvellement, une jeunesse dynamique qui va être présentée aux électeurs pointois. Les pistes, on les a présentées depuis décembre. Le parti avait choisi que ce serait la suppléante. Donc nous allons nous confirmer ça parce que nous n'avons pas encore validé totalement, mais le parti doit se réunir. Et je ne peux qu'attendre que le parti se décide définitivement. De son côté, le Parti progressiste démocratique guadeloupéen, fondé en 1991 par Henri Bangou et Ernest Montoussamy, a décidé de réunir ses instances afin de présenter les meilleurs candidats pour ces élections départementale. Tenant compte des attendus de l'arrêté qui demande de refaire ces élections. Cette décision viendra dans les jours qui viennent, donc je ne peux pas prédire à l'instant et vous dire à l'instant quel sera le binôme candidat, mais on le saura dans les jours qui viennent. Pour moi, maire qui ne suis pas candidat à ces élections départementales, ce qui m'appartient, c'est de faire en sorte qu'un maximum d'hommes et de femmes de l'équipe qui m'entoure soient sur des postes de responsabilité. Et soit sur des postes électifs où ils peuvent le mieux servir la ville de Pointe-à-Pitre et la communauté pointoise. Et donc, je continuerai donc de faire en sorte que celles et ceux qui sont dans l'équipe, soit à travers cette élection ou à travers d'autres formes de responsabilité, toujours en capacité de servir la ville de Pointe-à-Pitre. Pour le premier tour de cette élection départementale partielle qui aura lieu le 9 octobre 2016, les candidats devront se déclarer entre le 19 et le 22 septembre. Et en cas de second tour, le dimanche 16 octobre, les candidatures doivent être déposées les 10 et 11 octobre 2016. La campagne électorale, quant à elle, débutera le 26 septembre minuit, et ce, jusqu'au 8 octobre 2016.
Les chiffres du chômage en Guadeloupe. Fin juillet, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'élevait à 55 820, un petit recul de 0,2% par rapport au mois précédent. La totalisation des 3 catégories de demandeurs d'emploi telles que définies par Pôle emploi s'élève en Guadeloupe à 63 890. L'aéroport Paul Caraïbe affiche une nette croissance, de son trafic passager au mois de juillet. Plus de 23 000 passagers de plus qu'en juillet 2015, soit en pourcentage une croissance de 12,8%. Une croissance portée à part quasiment égale par le trafic sur la France hexagonale et le trafic régional, et oui, notamment par la destination Fort-de-France en augmentation de plus de 9 000 passagers. À noter également que les destinations comme Punta Cana, Cuba, Barbados, Antigua, qui sont desservies par des vols charters, affichent également une progression de plus de 36%. Voilà qui nous emmène à l'actualité dans notre grande région avec cet événement historique aujourd'hui. Le gouvernement colombien et les FARC ont signé un accord de paix après 52 ans de conflit armé. Cela a été annoncé à Cuba. Le gouvernement colombien et la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie sont arrivés à un accord de paix après 52 ans de conflit armé. Il a été annoncé à La Havane où se tenaient les négociations depuis 44 mois. La conclusion des pourparlers ne vaut pas encore accord de paix définitif. Pour entrer en vigueur, le texte doit être signé par le président colombien Juan Manuel Santos et par le chef des FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenko à Bogota. Enfin et surtout, il doit être ratifié par les électeurs appelés à se rendre aux urnes le 2 octobre prochain, jour du plébiscite promis par le président Santos. D'ici là, les FARC tiendront en Colombie leur 2e et dernière conférence nationale afin de soumettre à leur base le résultat des négociations et voter leur transformation en parti politique. Aujourd'hui commence la fin de la souffrance, a déclaré le président Juan Manuel Santos au cours d'une allocution télévisée. Le conflit armé laisse un lourd bilan. Les estimations officielles font état de 220 000 morts et de plus de 7 millions de déplacés, essentiellement des paysans et leurs familles chassés de leurs terres par les combats et par les milices paramilitaires d'extrême droite. Si le rideau est tombé dimanche soir à Rio, pas sûr qu'il se relève le 7 septembre prochain pour les Paralympiques. L'annulation de l'événement qui doit se tenir jusqu'au 18 septembre prochain aurait même été évoquée en haut lieu ces derniers jours. Il faut dire que la situation est plus que jamais tendue. L'organisation des JO a coûté bien plus cher que prévu, le budget étant passé de 4,2 à 7,4 milliards de reis, soit environ 2 milliards d'euros entre 2009 et 2015. Une bonne partie de l'argent dédié aux Paralympiques aurait ainsi été utilisée pour les JO. Résultat, les caisses du comité financées à 100% par des fonds privés sont aujourd'hui pratiquement vides. Et ce n'est pas la vente des billets qui peut améliorer la situation, car seuls 12% des billets avaient été écoulés mi-août, soit 300 000 sur un total de 2,5 millions. Le maire de Rio, Eduardo Paes, se mobilise pour la bonne tenue de ces Jeux. Pour lui, ce serait une honte pour le Brésil de ne pas faire ces Jeux. S'est indigné l'édile avant de proposer de débourser jusqu'à 150 millions de reis, soit 40,4 millions d'euros si nécessaire. De son côté, la justice brésilienne a autorisé l'apport de fonds publics pour les Paralympiques, annulant ainsi une décision de justice qui interdisait tout transfert d'argent à l'organisme. Bref, des solutions de toutes parts de dernière minute pour que la fête continue. King Kelly a été couronné de succès au terme de la 7e étape du championnat du monde de surf. Non content d'être sacré roi du tube tahitien aux dépens de l'Hawaïen John Florence, le Floridien continue d'accumuler les records. À la fois le plus jeune et le plus vieux champion du monde depuis la création de la compétition,
Kelly Slater, 44 ans et 23 ans de carrière au top des classements, est le seul à avoir signé 5 victoires sur la vague de Teahupo'o. Manifestement en confiance, il s'est illustré en obtenant 4-10, la note la plus élevée, dont 2 lors d'une même série, un exploit qui n'a été réalisé que 9 fois depuis la création du Championship Tour. Il devient à cette occasion le premier surfeur à signer 3 séries parfaites sur le championnat. On vous laisse admirer la performance parfaite du Floridien sur un tube hawaïen. Un mot de sport avec le Tour cycliste de Guyane. Le maillot jaune a aujourd'hui changé d'épaule guadeloupéenne à l'issue de la 6e étape. En effet, Cédric Locatin, le dernier vainqueur du Tour de Marie-Galante, a écrasé le contre-la-montre de cet après-midi et s'est donc emparé du maillot jaune et de la première place du classement général, détrônant ainsi son coéquipier Kélian Duro. Cette 6e étape était disputée en 2 tronçons avec une épreuve en ligne ce matin, Saint-Laurent-Irakubo, longue de 113 km. Elle avait été remportée par le Guyanais Christian Lavenette du Vélo Club guyanais, qui s'était imposé au sprint devant 2 Guadeloupéens, déjà Jules Lanclume et Cédric Ramotte. C'est l'une des activités les plus prisées pendant ces vacances par les jeunes. Le laser game, c'est un peu comme la guerre des étoiles, en individuel ou par équipe, c'est semble-t-il un jeu particulièrement attrayant par l'interactivité qu'elle permet entre les participants. Plusieurs établissements s'en sont fait une spécialité. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. La dernière partie, on a fait première avec mon équipe. Et après, voilà. J'étais un petit peu nulle, mais bon... Non, c'est vraiment trop bien. Mais c'était génial. On s'est bien amusé. Même si en fait on perd, bah... Voilà. Le fait, c'est de participer. Hein. Prenez un pistolet laser, un gilet électronique et un labyrinthe comme terrain de jeu. Bienvenue dans l'univers du laser game. C'est un jeu divertissement créatif sportif. Donc ça se joue principalement avec un minimum de 6 joueurs. On peut aller jusqu'à 20 joueurs sur des parties de 20 minutes. Donc on est équipé d'un plastron électronique qu'on porte sur soi avec des cibles et un pistolet laser. Donc sur la partie, on fait des équipes avec des couleurs. Et le but du jeu, c'est de toucher et désactiver l'adversaire sur un circuit labyrinthe dans une ambiance noire, sombre et avec de la musique. Une activité physique façon cache-cache géant qui plaît beaucoup aux adeptes du concept. Sympa, c'est de l'action, c'est quelque chose entre potes, ça fait courir, c'est vachement sympa comme ambiance. C'est super, c'est bien, on est dans le noir, ça donne de bonnes sensations. Le laser game est donc avant tout un jeu qui consiste à désactiver le plus d'adversaires possible avec son pistolet laser au cours d'une partie de 20 minutes minimum pour 9 € par joueur. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même créer votre propre scénario pour pimenter à votre sauce votre laser game. La météo avant de nous séparer, demain le ciel sera bien plus clair qu'aujourd'hui et peu nuageux. Le soleil sera tout de même un peu voilé. Pas de précipitation donc, température comprise entre 25 et 28 degrés demain matin. Dans un instant, Minute Sport concoctée par Éric Pommier, une météo détaillée de notre grande région de la Caraïbe, l'actualité dans le reste du monde. Notre soirée sera consacrée à un téléfilm intitulé « Disparition inquiétante ». Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, le retour de l'information régionale. Vous avez rendez-vous avec Ronnie Nabal à 12h30.